et la fédération France Angels. Donc, on est très heureux de ce webinaire et de pouvoir partager avec vous au cours d'un déroulé assez simple finalement ce qu'est l'IIC Accelerator. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois vous présenter l'intégralité du dispositif et donc je serai également accompagné par mon collègue Gorka qui est coordinateur des PCN IIC Accelerator pour vous présenter dans les détails en fait ce qu'est l'IIC Accelerator. Et nous aurons aussi la chance d'avoir un témoignage en fait d'une entreprise et aussi de son investisseur. Donc pour nous, c'est vraiment extrêmement intéressant aussi de partager ces témoignages. Donc il s'agit de l'entreprise Omni Labs et de Johan Canan, et également de Philippe Delaveine et du réseau de Business Angels en bas. Donc on a la chance d'avoir, comme lors de la première session, les deux co-présidents de France Angels. Donc on en est évidemment ravis et très heureux, donc avec Alain Pujol et Jacques Meller. Et donc pour ma part, donc moi je m'appelle Gilles Kogen et je suis également un des PCN IIC Accelerator et je suis également responsable au sein de BPI France d'une activité que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle EuroQuity. Donc, on fait ce webinaire aussi parce que les business angels, et ça, Alain en parlera mieux que moi, prennent un rôle de plus en plus important dans le domaine de l'investissement au niveau des sociétés deep tech. Et c'est clairement aujourd'hui aussi l'occasion pour nous de continuer à diffuser ce message parce que c'est quand même une typologie d'investissement qui devient majeure en fait pour les business angels en France et ailleurs en Europe. Donc encore une fois, très heureux de ce webinaire et je vais directement passer la parole à Alain pour qu'il puisse faire les quelques mots du coprésident en guise d'introduction pour ce nouveau webinaire. Tu as la parole, Alain. Merci Gilles. Donc, ravi de vous parler, ravi de vous avoir avec nous. Alors, comme le disait Gilles, donc, je suis l'un des coprésidents. On s'est mis à deux pour présider cette belle institution. Donc, Jacques Meller, mon autre coprésident, fera la conclusion. Je fais donc l'intro. Donc, France Angel, c'est plus de 60 réseaux de business angels. C'est 5000 business angels dans ces 60 réseaux, présents sur tous les territoires en France, avec des réseaux sectoriels, dont Angel Santé, dont je fais partie, qui est spécialisé dans le domaine de la santé au sens large du terme, mais on en a d'autres aussi au niveau sectoriel. Tous les ans, c'est autour de 70 millions d'euros investis, plus de 400 sociétés accompagnées par nos réseaux. Et comme le disait Gilles, la deep tech est vraiment un secteur où les fonds sont très nécessaires pour se développer. Donc, on est ravis de co-investir entre réseaux, de co-investir avec d'autres acteurs du financement de l'amorçage pour vous donner, si vous êtes entrepreneur, tous les moyens de réussir donc le début de votre histoire. Et je passe la parole directement à Gorka qui va rentrer donc dans ce programme pour décrire la recherche et l'innovation, ou plutôt le programme européen pour la recherche et l'innovation, sachant qu'on a beaucoup de chance en France et en Europe d'avoir des accompagnements spécifiques, des cofinancements qui sont à la fois des subventions, mais aussi des investissements en capital pour vous donner encore plus de moyens pour réussir sur vos marchés. Gorka, c'est à toi. Merci Alain. Juste avant que Gorka prenne la parole, peut-être deux précisions également sur le déroulé de cette session. D'abord, il a enregistré, donc vous voyez la petite icône apparaître à l'écran. Et le deuxième point, c'est qu'à à la fin des interventions de Gorka dans un premier temps et du couple entreprise Business Angel, on aura un temps en fait pour les questions-réponses et vous pourrez évidemment utiliser Teams pour poser les questions soit dans la partie de conversation, soit directement avec la caméra en levant la main et je vous donnerai la parole. Gorka, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci Gilles, merci Alain pour l'introduction. Donc Gorka Gorazurita, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans les points de contact nationaux. Juste petit contrôle, est-ce que vous voyez bien les slides? Si c'est le cas, quelqu'un hoche la tête, oui, donc on est parfait, on peut commencer. Donc à la demande du réseau des Business Angels, on a plutôt centré le début d'introduction sur les financements européens, donner un peu une overview de ce qui se passe. La dernière fois, c'était plutôt sur le financement Deep Tech, donc vous pouvez retrouver la slide sur la trajectoire du financement d'une startup Deep Tech en annexe. Et sinon, vous allez voir le webinaire de la dernière fois pour retrouver ces informations-là. Donc,
Donc les financements européens, en fait, il existe une multitude de financements européens. Nous, en tant que PCN, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, on ne couvre qu'Horizon Europe. C'est l'un des blocs des financements. C'est bien un financement en gestion directe. Il y a deux autres types de financement pour les européens, les fonds en gestion partagée. Donc, vous avez la célèbre PAC qui peut concerner des boîtes. Bon, ça va peut-être pas être celle que vous financez, mais il y a le FEADER qui va, Fonds agricole de développement rural, par exemple, qui peut vous concerner certaines de vos sociétés, le FEDER, les Interreg. Donc, je vous ai listé sur cette slide un petit peu une vision globale de financement qui peuvent exister. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça vous permet de mieux comprendre peut-être la structuration des fonds européens à destination des PME et pourquoi par moment vous allez candidater directement sur le site de la Commission européenne, le Fooding and Others. Par moment, vous allez être sur vos interlocuteurs vont être les régions parce que ça va être des fonds fédères et c'est les régions qui en ont la gestion. Et par moment, ça va être des organisations qui sont, on va dire, labellisées Europe, mais ce n'est pas la Commission, type la BEI, qui peut faire des prêts pour certains projets de société. C'est tout ça, ça s'explique parce qu'il y a trois types de gestion. Et il y a un autre programme que j'évoquerai rapidement, Eureka, qui est un programme intergouvernemental. Donc, je vous ai mis aussi les liens pour que vous retrouviez à chaque fois des informations sur tous ces programmes-là. Donc, les fonds en gestion directe, on va essentiellement, on va parler de l'EIC accélérateur essentiellement pendant ce webinaire. Ça s'inscrit dans un grand programme qui s'appelle Horizon Europe. Il y a aussi également associé à ce grand programme Euratom qui est dédié au nucléaire. C'est le grand programme de soutien à la recherche et à l'innovation de l'Union européenne. Il y a 95,5 milliards sur la table qui ont commencé à être déployés en 2021. Ça va durer jusqu'à 2027. Et là, les startups, mais les PME aussi au sens plus large, ont beaucoup d'opportunités qui peuvent exister sur des appels monobénéficiaires comme le IC Accélérateur. Dans certains cas, il y a les EIC Pathfinder Transition qui peuvent être monobénéficiaires. Et sinon, c'est plutôt du projet collaboratif au sens international européen du terme, c'est-à-dire il faut à minima 3 partenaires venant de 3 pays différents. C'est sur des thématiques identifiées par l'Europe. J'ai listé également quelques autres programmes que vous pouvez connaître. Je pense en particulier à l'Innovation Fund qui permet la décarbonation de l'industrie européenne. Il y a récemment 2 entreprises françaises qui en ont bénéficié, Carnot Computing, mais pour une installation en Italie. Donc, ils ne sont pas affichés comme étant un projet français. Et Aura Aero, qui est un récent lauréat UC Accélérateur qui fait un avion nouvelle génération. Donc, il y a toute une diversité de financements. Vous avez là une vue un peu plus détaillée avec les contacts, nos équivalents PCN des autres ministères, s'ils existent. Eureka, Eurostars, enfin Eureka et en particulier Eurostars qui peut concerner les PME, c'est sur des petits consortiums de 2 acteurs venant de 2 pays différents, à minima une PME et un autre partenaire, c'est BPI France qui a la gestion. Vous pouvez prendre contact avec eux pour creuser ce sujet-là, mais c'est souvent un programme qui peut beaucoup intéresser les PME Eurostars quand elles ne sont pas, on va dire, deep tech aux attendus de l'IC Accélérateur. Ça peut être une opportunité de financement et ça peut être aussi pour des lauréats de l'IC Accélérateur ou même des candidats pertinents. Donc, on arrive sur Horizon Europe, donc le grand programme cadre de soutien à la recherche et à l'innovation. On dit qu'il est distribué entre 3 piliers. Le pilier 1 qui est plutôt de la recherche fondamentale, le pilier 2 en fait, c'est là où se trouve le gros du budget, c'est ces fameux projets collaboratifs, c'est sur des sujets qui sont identifiés par l'Europe. L'Europe va dire, bon, en fait, là, on a un cas concret, on a identifié la problématique des déchets plastiques complexes, comment les recycler. On cherche un consortium qui va répondre à ça. Et le consortium qui avait remporté ça, c'était Michelin, qui a embarqué avec lui une partie de sa chaîne de valeur et des PME type Carbios, qui sont venus remplir les briques technologiques attendues pour adresser la problématique identifiée par l'Europe. Ils ont été lauréats, ils sont financés par l'Europe dans le cadre du projet White to Cycle. Si vous avez des questions sur ces différentes opportunités, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a ce pilier 3 où va se trouver le Conseil européen d'innovation. Il y a les EIT que certains connaissent peut-être dans les instituts européens d'innovation et de technologie. Donc là, on revient, c'était l'explication écrite de ce que je vous ai donné. On revient sur le Conseil européen d'innovation. Donc ce programme-là, c'est relativement récent, c'est né en 2021, sur le constat que l'Europe avait de la science d'excellence, mais qui ne se concrétisait pas par des sociétés qui portaient ces innovations de rupture. Et donc a été mis en place tout un continuum de financement avec 3 dispositifs, le Pathfinder, le Transition et l'accélérateur, qui vont couvrir toute la gamme TRL. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce concept de TRL,
Technology Readiness Level. C'est un moyen d'évaluer la maturité technologique d'un projet. En gros, vous êtes à l'état d'idée sur le papier, quelques petites manips en labo. On est plutôt sur du TRL 1.2. Vous avez un proto qui tourne en labo, ben, on va être sur le TRL 4. Vous avez un proto qui tourne dans des conditions proches de la réalité ou dans la réalité, bon, ben, on est à 5-6. Et vous avez un produit commercial, on est à 9. Ça vous permet un petit peu de voir, en fait, ben, selon le niveau TRL où vous vous situez, vous allez pouvoir trouver le guichet qui va bien. Il faut garder en tête que le Conseil européen d'innovation, comme je vous l'ai dit, c'était né du constat que les entreprises européennes ne valorisaient pas des innovations de la recherche européenne. Donc il y a un lien très fort avec la recherche, c'est pour ça qu'on dit que le lycée s'est focalisé sur la deep tech, des sociétés souvent qui sont issues des laboratoires de recherche, donc qui ont des liens très forts avec. L'accélérateur, donc c'est le dernier étage de la fusée. Enfin, il y a un nouvel étage dont on va vous parler sur la slide suivante, mais qui sera certainement très loin pour beaucoup de vos participations. Mais voilà, vous avez ces trois instruments à garder en tête. Le transition, il faut déjà avoir été lauréat de dispositifs européens pour pouvoir être lauréat ou se lier à des personnes lauréates ou valoriser des résultats de recherche. Donc, ça réduit le scope de personnes éligibles, mais si vous trouvez un moyen d'être éligible, vous avez des taux de succès qui sont extrêmement intéressants. Donc, on a de nombreuses entreprises françaises qui ont réussi à trouver ce ticket d'entrée qui leur a permis de candidater, de bénéficier de ce dispositif de financement. Donc, j'évoquais un nouvel appel, on pourrait dire il y en a deux. Il y en a un qui va nous concerner, mais partiellement, on va dire, c'est l'EIC Pré-Accélérateur. C'est fait pour les. En fait, le constat, c'était que les pays dits widening, donc récemment intégrés à l'Union européenne, ou les régions un peu en retard en termes de R&D, bénéficient peu de l'EIC Accélérateur. Donc, il a été déployé ce EIC Pré-Accélérateur. Et ça tombe bien, la France, en fait, est éligible à condition d'avoir les sociétés qui sont basées dans les régions rattachées au widening, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Martinique, Mayotte et Saint-Martin. Les sociétés deep tech, en tout cas qui peuvent dire voilà, avoir des liens avec la recherche ou quoi, basées dans ces régions-là, sont éligibles à ce programme-là. Donc c'est un pré-EIC accélérateur, c'est des montants relativement modestes, entre 300 et 500 kilos euros, mais ça peut intéresser certaines sociétés. Et le IC accélérateur STEP, donc c'est ce que je vous disais, l'étage supérieur de la fusée, il n'est même pas encore déployé. Il sera officiellement lancé normalement à la fin du mois. C'est que de l'investissement. Le IC va mettre entre 10 et 30 millions d'euros sur des sociétés deep tech qui sont sur des. Il y a des effets leviers de 3 à 5 qui sont espérés, donc ça va être plutôt des levées de fonds à 30, si ce n'est 50 millions minimum. Donc on est sur de la scale-up un peu plus massive. Et c'est sur les thématiques STEP, c'est-à-dire qu'en fait l'Europe a fléché trois grands sujets, donc ce qu'ils ont appelé la deep tech et digital technology, en gros le quantique, les semi-conducteurs, certaines technologies pour le spatial, la green tech, enfin, ouais, la green tech et la biotech, ces trois secteurs sont fléchés pour pouvoir bénéficier des programmes STEP. Et STEP est venu tamponner le ISA accélérateur et donner naissance à un ISA accélérateur STEP pour ces trois secteurs. On ne va pas rentrer beaucoup dans le détail. De toute façon, nous-mêmes, on apprend sur ce dispositif, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore lancé véritablement. On n'a pas encore le dossier de candidature à constituer ni rien. Mais il faut savoir que ça existe. Donc, pour parler plus en détail de l'EIC Accélérateur. Donc, l'EIC Accélérateur, programme de financement qui est assez unique en Europe, puisqu'il va faire de la subvention, ça c'est classique dans les programmes européens, et de l'investissement. Ça, c'est unique au niveau d'Horizon Europe. C'est le seul programme européen qui fait de l'investissement. C'est aussi le seul programme européen qui est monobénéficiaire. Donc, vous pouvez avoir de la subvention et ou de l'investissement. L'Europe offre également ce qu'ils appellent des Business Acceleration Services. Donc, l'équipe de Gilles, dans le cadre d'EuroQuity, est amenée à être impliquée dans ces réseaux-là. Il y a des événements qui sont organisés de mise en relation avec des investisseurs, justement pour venir compléter l'investissement qui est fait par l'Europe. Bon, désormais, cet investissement, il est à 10 millions d'euros max. Avant, ça peut monter jusqu'à 15 millions d'euros. L'Europe n'investit pas seule. L'idée, c'est de faire un effet levier. Ils mettent jusqu'à 50% du tour de table. Derrière, il faut qu'il y ait d'autres investisseurs qui viennent s'assembler avec pour compléter la levée de fonds, sachant qu'aussi le montant qu'on demande en investissement, il peut être découpé en plusieurs tranches. Le IC peut injecter une première fois 2 millions d'euros sur une levée, mettons, à 5 millions d'euros, et garde, si vous aviez été lauréat de 6 millions d'euros en investissement, garde les 4 millions pour une levée de fonds ultérieure. Donc, avant de candidater, il faut vérifier est-ce qu'on est éligible en termes de société et de projet. Qui est éligible? Les PME
Et petit cas exceptionnel, c'est-à-dire les PME de moins de 500 employés. On regarde la définition européenne du terme, normalement, il ne faut pas dépenser les 249 employés. Là, l'EIC accepte qu'une société qui remplirait tous les critères de la PME, sauf celui d'employé, mais en restant strictement inférieur à 499, à 500, en fait, pourrait être lauréate, candidate tout du moins de l'EIC accélérateur. Donc, je vous ai mis le lien vers le guide de l'utilisateur pour la définition des PME pour vérifier si vous êtes éligible. C'est un point de vigilance à avoir. Sécurité économique, je ne vais pas revenir dessus, c'est certains secteurs spécifiques qui peuvent être concernés, en particulier le quantique ou quoi, ou quand il y a des investisseurs type américains, chinois ou quoi, qui ont des parts très importantes dans la société, ça peut poser problème au cas par cas. Et ensuite, le projet, il faut qu'il soit à minima TRL 6 pour candidater. Donc, il faut qu'il ait preuve de concept dans des situations euh, proches de la réalité ou la réalité. On parle, c'est le TRL 6 sur l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une brique à TRL 8, une brique à TRL 2 ou 3. On fait, oh, bon, on fusionne les deux. Oh, on est à 11, on divise par 2, 5,5. Bon, on va dire que c'est 6 et on est bon. Non, il faut que toutes les briques majeures du projet puissent justifier d'avoir un TRL 6 désormais. Avant, c'était TRL 5. Ils ont remonté le cran du coup. C'est à partir de là que vous pouvez être éligible. Je vous ai mis des liens. Il y a la DGA avait fait une échelle. Euraccess, c'est une plateforme européenne, a proposé une autre échelle. Chacune vous donne un peu des clés de compréhension. BSA. Alors, il y a quelqu'un. Alors, je vais couper un micro. Hop. Voilà. Donc, et il y a des échelles sectorielles, on va dire, par exemple, pour la biotech, c'est les essais cliniques permettent facilement de repérer à quel TRL on est sur la biotech. Donc, vous avez un lien pour retrouver ça. Ensuite, hop. Donc, maintenant, une fois qu'on sait qu'on est éligible, est-ce qu'on a vraiment ses chances à l'EIC Accélérateur? C'est quand même un dispositif qui est très particulier. Avant de se lancer, il faut vérifier ce point-là. Donc, est-ce que vous êtes Deep Tech? Deep Tech, c'est un terme assez vague, tout le monde a sa définition. Comment on pourrait qualifier ça au niveau de la Commission européenne, du Conseil européen d'innovation, comment ils le perçoivent? Donc, généralement, c'est des sociétés qui ont des liens très forts avec la recherche. On a plus de 50% des lauréats qui ont des liens ou qui sont issus du CEA, du CNRS, de l'INSERM, de l'INRIA, de l'INRAE, ou qui ont des liens avec des universités, des écoles d'ingénieurs et tout. Ensuite, il y a le financement de l'innovation en France qui est très fort. BPI déploie énormément de choses. Il y a aussi des crédits impôt recherche. Autant vous dire que si votre société elle n'est pas éligible au crédit impôt recherche, peut-être qu'elle n'est pas pertinente pour aller sur le IC accélérateur. On voit aussi beaucoup de lauréats qui ont déjà bénéficié de certaines aides BPI France, type iLab, iNov, French Tech Seed, Bourse French Tech Émergence, aide au développement Deep Tech. Tout ça, c'est des signaux, entre guillemets, qu'on voit. Et nous, dans les projets de Deep Tech, il y a le côté, en fait, les projets, ils arrivent à un moment où ils n'ont plus d'aide. C'est le besoin financier que j'évoquais. Il n'y a plus d'aide financière possible à l'échelle nationale. BPI France vous a amené jusqu'à un certain niveau. Et là, ils ne peuvent plus vous aider. Les investisseurs privés, les business angels, si vous ont aidé sur les premières étapes, mais là, vous leur dites, on a besoin de 10 millions, eux, on ne peut pas trop s'aligner. Qui on vient voir? Et il n'y a pas de levée ici. Ils sont là, ouais, encore, vous êtes beaucoup trop risqué, on n'est pas prêt à y aller. Peut-être que c'est le moment d'aller voir le IC accélérateur. Et eux, en fait, vont venir, justement, la subvention, ça va dérisquer le projet, ça va vous amener un peu en maturité et lever certains jalons. Et l'investissement pour faire effet levier, dire, voilà, l'Europe s'engage auprès de vous. Les investisseurs privés vont peut-être être un peu moins réticents pour s'engager avec vous. Ensuite, le projet en lui-même, il doit, on va dire, remplir quelques critères pour être pertinent. Bon, comme je disais, risqué, c'est essentiellement du hardware, du physico-chimique, biologique. Le digital, par exemple, a du mal à se défendre à l'EIC accélérateur. Le côté, en fait, si le projet, vous rencontrez un problème, vous prenez 500 heures de codage en plus pour développer votre projet. Pour l'EIC, ce n'est pas une raison d'investir. Par contre, une société qui a un essai clinique, et l'essai clinique en phase 1B, il montre des résultats négatifs, votre projet il est mort, il est potentiellement mort. Donc généralement, ça rend les investisseurs plus réticents à investir, d'où la nécessité potentiellement d'avoir un soutien comme l'EIC. Donc le projet doit être central pour la société. Si c'est un projet qui est dans les cartons, et puis si on avait le financement de l'EIC, on aimerait bien le porter, ça ne correspond pas véritablement aux attendus. Il faut vraiment que la société, ce soit crucial, important pour elle. La temporalité, si vous arrivez un peu en retard, il y a plein d'acteurs on va dire, extérieurs qui ont déjà déployé des outils, des solutions comparables à la vôtre.
peut-être que l'EIC ne va pas être emballé à l'idée de vous soutenir. Donc, il y a cet aspect temporalité avec l'extérieur et vous, temporalité interne, comme je disais, il y a le côté maturation du projet, il y a le TRL, il y a le BRL, le business level. Il faut avoir déjà cette frottée aux investisseurs. C'est pas le IC Accelerator n'a pas vocation à être le premier guichet qu'on vient voir de financement. S'il vous plaît, aidez-nous. Non, on s'est frotté aux VC. Les VC nous disent vous êtes encore trop risqué ou quoi. On vient se tourner vers vous. Est-ce que vous pourriez nous aider à débloquer la situation? Alors après, en tout cas, c'est l'histoire à raconter. On a des candidats qui, on sait qu'ils auraient pu avoir des investisseurs privés qui les soutenaient, mais ils préféraient avoir l'Europe derrière eux à ce moment-là pour éviter les effets de dilution d'autres. Donc, l'EIC Accélérateur, c'est comme l'ensemble de l'EIC, c'est une double logique open challenge. Les challenges chaque année, ça montre un peu des priorités de l'Europe. Si vous ne tombez pas dans un des challenges, ce n'est pas important, vous pouvez candidater en challenge, en open. Il ne faut pas se dire, à la fin d'année, il y a peu de personnes qui ont été lauréats sur le challenge, on va aller absolument dans le challenge, les seuils de sélection vont être plus bas. Non, si tu ne consommes pas la ligne budgétaire pour le challenge en question, c'est rebasculer en open. Donc, où ça montre juste un appel d'air, votre thématique, elle est prioritaire pour l'Europe, ça facilite, on va dire, la rédaction sur les catégories impact et tout, mais il ne faut pas non plus partir tête baissée dans un challenge, se dire, il n'y a pas de challenge pour moi, je n'y vais pas. Processus général de candidature à l'EIC Accélérateur, c'est un process en 3 étapes. Donc, étape 1, dite short proposal, étape de full proposal, étape 3, oral. Il y a une voie alternative à l'étape 1 qui s'appelle le plugin ou le fast track, plugin déployé par BPI France, fast track déployé à l'échelle européenne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a une slide dédiée si vous avez des questions dessus. Mais voilà, si vous êtes lauréat de certains programmes, en fait, ça vous donne le droit normalement d'accéder directement en étape 2. L'étape 1, à quoi ça ressemble? C'est un dossier de 12 pages, pardon, un pitch deck de 10 slides et une vidéo de 3 minutes. Relativement léger. C'est continuellement ouvert cet appel, mais avec un système de relève désormais. Donc, tous les premiers mardis du mois à 10 h, ils prennent la boîte aux lettres, ils l'embarquent avec eux et ils en remettent une nouvelle. Si votre dossier n'était pas là, il sera pris qu'à la prochaine relève. Donc, ça ne sert à rien de déposer en milieu de mois, pour ainsi dire, parce qu'il sera pris que sur la fois suivante. Mais voilà, c'est continuellement ouvert, vous pouvez déposer en permanence votre candidature. Là, il y a 4 évaluateurs qui, une fois que le dossier est relevé, il est transmis à des évaluateurs, il y en a 4 qui vont regarder votre dossier. Il faut qu'il y en ait 3 sur 4 qui disent go. Ce n'est pas un système de notes pour ceux qui ont déjà candidaté à des programmes européens, c'est un système de go, no go. Gros, j'y crois ce projet ou j'y crois pas. Il en faut 3 qui vous disent go, et dans ces 3 minima, et dans ces conditions, vous passez en étape suivante, donc la full proposal. Et vous avez également droit des coachs de l'EIC. Donc, il y a une plateforme qui vous est transmise, vous tapez des mots-clés, vous pouvez trouver des coachs, vous avez 24 heures qui sont payés par la Commission européenne pour des gens qui vont vous aider à construire votre projet. Ils ne sont pas là pour rédiger la proposition, ils sont là pour vous challenger. J'ai identifié, j'ai des problèmes en réglementaire, je veux adresser tel marché, je cherche les mots-clés qui vont bien, je trouve et il m'aidera à renforcer mon dossier sur cet aspect. Étape 2, là, il y a vraiment un système de relève. Il y en a 2 dans l'année. Si votre dossier n'est pas déposé pour ce jour-là avant l'heure indiquée, il faudra attendre le suivant et il y a pas mal de mois à attendre. Donc, il faut bien viser le cut-off en question. Il y a un rétro-planning un peu à faire par rapport à l'étape 1, justement, pour être dans les délais. Là, on est sur un dossier beaucoup plus conséquent, 50 pages. Donc, il y a des templates par la Commission européenne. Vous pouvez y accéder sur notre site internet. Vous aurez les liens sur la présentation. Un pitch deck, une vidéo de 3 minutes, toujours, 2 annexes financières et quelques petits éléments annexes et 2 choses très importantes à voir. Donc le FTO, Freedom to Operate. Bon, ça dépend des secteurs, mais dès qu'il y a des brevets, c'est important d'avoir ce FTO. Et des lettres d'intérêt, donc d'investisseurs, pour montrer que vous avez eu des contacts, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à investir, de clients pour montrer une traction marché, de partenaires technologiques. Par exemple, si vous avez exploité des licences du CNRS, c'est bien de montrer que vous avez ça qui est clarifié avec eux. Et des fournisseurs clés, par exemple, vous utilisez un composant, il y a une seule personne dans le monde qui le produit, c'est bien de montrer que vous avez des relations claires avec eux. Ce dossier, une fois déposé, 3 évaluateurs le prennent en main, il évalue sur 3 critères. Version simple pour passer, il faut un 9 sur 9. Si vous tombez dans le cas de figure où il y a 2 évaluateurs qui sont, on va dire, dithyrambiques, qui mettent un 6 sur 6, et un autre qui est un peu plus critique, réunion de consensus organisée automatiquement et ils vont se mettre d'accord entre eux. Est-ce que le projet mérite d'être en étape suivante ou pas? Oui, non, ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Et l'étape suivante, donc, c'est l'oral. Vous pitchez pendant 10 minutes, 35 minutes de questions-réponses sur la base du pitch deck que vous aviez envoyé précédemment. Vous avez en face de vous 5 jurés de l'EIC, la liste est disponible en ligne. Potentiellement,
des gens de la BEI et des programmes managers de l'EIC, donc plutôt des experts scientifiques qui sont là pour vous challenger. Et ensuite, ils prennent leurs décisions et sous 2 à 3 semaines, vous savez si vous êtes lauréat ou pas de l'EIC Accélérateur. Donc, on a des bonnes nouvelles dans le sens la France s'en sort très bien. Pour certains d'entre vous entendent parler de taux de succès inférieurs à 5%, des choses comme ça. En fait, non, on est quand même plus haut, on est plutôt à 12%. Alors, on exclut l'étape 1 parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres voies d'accès. Donc, c'est dur de séquencer, de donner une vision complète. Et ça fait vraiment l'effet d'écumoire l'étape 1. Ça fait un pré-tri. Il y a des sociétés vraiment hors sujet qui veulent candidater à l'EIC Accélérateur. Donc, ça permet de les mettre de côté. Donc, la France, première bénéficiaire, 101. On est à 830 millions, je crois, captés. Donc, ça représente 20% du budget de l'EIC Accélérateur. Taux de succès, 56% sur la première étape, 12,4% sur les 2 autres étapes. On voit qu'on est largement supérieur aux métriques européennes et le ticket moyen à 8 millions d'euros. Donc, quand je dis ticket moyen, c'est de la subvention plus la partie investissement. Et ça a tendance à monter ce montant de se faire ce ticket moyen. Euh, pour avoir un peu l'idée du type de société qu'on voit qui sont lauréates. Une société qui est très jeune, c'est généralement pas le moment. Il y a d'autres guichets à mobiliser pour monter, pour scaler. Donc on voit que l'âge moyen de 5 millions, 5 ans et demi, l'âge médian 4 ans. Les employés, on est plutôt sur des sociétés 10-15 employés. Santé, on peut en avoir moins parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance. Donc ça peut se justifier d'être à 5 employés. Je vous parlais des liens avec la recherche. Les financements publics, iLab, Innov, 56% des lauréats UC Accélérateur avaient déjà bénéficié de ces aides avant d'être lauréats UC Accélérateur. Et les levées de fonds, la plupart des lauréats, enfin 75% au moins, ont déjà fait une levée de fonds avant de se frotter à l'EIC Accélérateur. Donc ça vous montre que c'est quand même des sociétés qui sont déjà relativement matures, qui vont candidater. Ce n'est pas le premier guichet qu'on mobilise. Là, je vous ai fait une petite overview des liens qui peuvent exister entre des lauréats UC Accélérateur et les réseaux de Business Angels, donc Omini qui témoignera. Et là, on voit tous les différents réseaux qui ont pu les soutenir. Donc, merci aux Business Angels justement de faire émerger ces sociétés-là, de leur apporter des fonds pour avancer. Voilà, donc 2 slides de liens qui peuvent exister entre des Business Angels ou des réseaux de Business Angels. Bon, je vais vous parler EIC Accélérateur Step, on va très rapidement passer dessus. C'est vraiment pour les tâches supérieures de la fusée, 10 à 30 millions d'euros avec des effets leviers de 3 à 5 attendus. Donc, 30 à 50 millions vraiment minimum attendus sur les levées de fonds. Donc, ce sera pour vraiment les scale-up françaises. Donc, peut-être pour vos ex-participations, si vous avez gardé contact avec, ou vous, société, qui peut-être dans quelques années pourrait les mobiliser. On a beaucoup de choses encore à apprendre sur le système. Je ne vais pas détailler le processus, vous aurez les slides, vous pourrez les prendre connaissance. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les adresser. On pourra traiter de tout ça. Ensuite, voilà, l'équipe EIC Accélérateur qui est là pour vous accompagner. Donc, on est 6 dans les faits. Donc, on est 2,6 équivalents temps plein. Tout le monde n'est pas à plein temps. Vous voyez des doubles affiliations, MESR plus une autre structure. Donc, Gilles, le BPI France, il y a d'autres acteurs. Vous avez les adresses mail, les différents contacts pour rentrer en contact avec nous, nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, l'accompagnement qu'on propose, il ne faut pas hésiter à nous contacter quand vous posez des questions sur est-ce que je suis pertinent pour le IC Accélérateur? Oui, non. On peut passer un peu de temps ensemble pour creuser le sujet. On peut vous envoyer des ressources pour vous auto-évaluer. Accompagnement, si vous avez des questions lors du montage, on ne fait pas le travail d'un cabinet de conseil. On ne va pas monter votre dossier. On est 2,6 équivalents temps plein. Vous êtes à peu près une centaine de sociétés françaises à candidater à chaque cut-off. On serait incapable de le faire. Mais voilà, si vous avez des problèmes bien spécifiques, on peut être là. Ensuite, on fait des ateliers de relecture. Donc ça, c'est en lien avec les régions pour les ateliers de relecture, plus précisément les EN, Enterprise Europe Network. Il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous êtes dans une région à candidater. On verra s'il y a le service qui est en place. Pour l'instant, c'est essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Grand Est. Mais progressivement, d'autres régions s'y mettent. Donc, il ne faut pas hésiter à nous dire, ça peut être l'occasion de les mobiliser. Et on fait des euros blancs pour tous les candidats français qui arrivent aux euros. Omini a pu en bénéficier. On a fait, avec Gilles et le reste de l'équipe, on a fait plus de 140 euros blancs à date. Donc, on a vu énormément de candidats français qu'on a pu accompagner. Et une fois que vous êtes lauréat, on peut être là auprès de vous si vous avez des difficultés. Il ne faut pas hésiter à nous les signaler là encore. Et quelques aides à monter, voilà, si vous voulez mobiliser des consultants, je vous disais, il y a BPI France qui propose un Diag Europe, il existe un Diag PTI pour les projets collaboratifs. Il y a des régions aussi qui ont des équivalents régionaux. Donc, il y a les différents liens pour aller voir pour les mobiliser.
Voilà, donc voilà ce qu'on peut attendre de vous, BA. N'hésitez pas à promouvoir le IC Accélérateur dans vos réseaux, nous mettre en contact avec les entreprises, leur transmettre la présentation d'aujourd'hui, le replay qu'on vous enverra après coup, soutenir les boîtes quand elles sont candidates. Bah, c'est bien de les faire potentiellement pitcher lors des oraux blancs, les dossiers, avoir un œil extérieur qui vient se mettre y apporter. Eux ont la tête dans le guidon, vous avez une marge de recul potentiellement, vous pouvez apporter un regard neuf sur un dossier de candidature qui est en cours de montage. Les lettres d'intérêt, si vous comptez vous mobiliser pour une levée de fonds où le IC sera intéressé. Et ensuite, quand une fois qu'ils sont lauréats, parfois il peut y avoir des due diligence. Ils peuvent se renseigner sur les personnes qui ont des parts dans les sociétés. Donc ils pourront peut-être vous contacter pour fournir des documents. Voilà, donc on a fait le tour de la première partie du webinaire. Donc on vous invite pour la session de questions-réponses première version. Ensuite, il y aura les témoignages du duo Business Angels Entreprise et une seconde session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas là à prendre la parole. Vous mettez votre webcam et vous posez des questions. Même si vous ne voulez pas mettre la webcam, vous pouvez poser des questions directement. Merci beaucoup, Gorka. Donc, je vous encourage, comme Gorka l'a indiqué, vous levez la main, vous prenez la parole directement. Encore une fois, ce que Gorka vous a présenté, c'est un dispositif qui fonctionne, l'IIC Accelerator, qui nous semble extrêmement important pour les sociétés françaises. Donc, on est très heureux d'avoir des représentants des réseaux, des business angels présents en fait à ce webinaire, parce que l'idée, c'est quoi? Bah, évidemment, par rapport à vos participations, par rapport aux sociétés que vous côtoyez, bah, que vous puissiez finalement vous-même vous dire telle société peut être intéressée par ce dispositif et éventuellement nous mettre en relation, et Gorka en particulier, avec elle pour vous accompagner dans cette démarche. Donc la parole est à vous maintenant. Oui, j'avais une question sur l'atelier de relecture en Est-ce que, Nouvelle-Aquitaine. excusez-moi, Alain, est-ce que vous pouvez juste vous présenter d'abord peut-être et après poser votre question? Ok, je suis Alain Henry, le délégué régional Arts et Métiers Business Angel du Sud-Ouest. La question c'était effectivement pour les ateliers de relecture, est-ce qu'il y a un correspondant Sud-Ouest sur Bordeaux ou sur Toulouse? Alors, pour l'instant, sur la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas d'ateliers de relecture qui ont été mis en place à date. D'accord. Donc, nos interlocuteurs, ils se trouvent à ADINA, donc l'Agence régionale de développement économique et d'innovation. Par contre, côté Occitanie, effectivement, c'est la CCI Occitanie qui fait des ateliers de relecture. Donc, pour les sociétés en Occitanie, c'est possible à mobiliser. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter. On fera la mise en relation pour que ça s'organise. Ok, merci. D'autres questions, ça peut être également des témoignages, hein. Si certains parmi vous, Business Angels, vous avez dans vos participations des sociétés lauréates, on serait ravis d'avoir aussi votre témoignage par rapport à cela. Alors moi, j'en ai Alain Pujol, à nouveau, j'en ai un certain nombre aussi, et qui sont en phase de levée de fonds. Et là, c'était aussi une question pour Gorka et Gilles, surtout Gorka, par rapport au séquençage pour pouvoir profiter donc du versement donc de subvention, enfin pas de subvention, mais de prise de capital de l'EIC Accelerator en parallèle d'une levée de fonds. Alors, en fait, ce qui se passe quand une entreprise est lauréate, donc il y a une partie contractualisation de la subvention, on va la mettre de côté, c'est pas ce qui va nous intéresser. Il y a une partie, désormais, ce qui se passe, c'est ce qu'ils vont faire, c'est une pré-due diligence. Ils regardent, est-ce que la société, elle est, on va dire, assez mature, les jalons sont bien atteints, en particulier en biotech ou en santé. Souvent, il peut y avoir des jalons sur des sujets sur les essais cliniques ou quoi. Ils font donc leur pré-due diligence. Pré-due diligence, où elle est positive ou elle est négative. Si elle est négative, en fait, ils vont mettre en pause la partie investissement, ils vont mettre des jalons dans la partie subvention. Quand ces jalons sont atteints, ça débloque la partie vraie due diligence. Si le retour est positif sur la pré-due diligence, ils enchaînent sur leur due diligence. Une fois que la due diligence est faite, l'EIC dit, enfin pas l'EIC, l'EIC fonde donc de l'argent de l'EIC en lien avec la BEI et un autre fonds Alterdomus à Luxembourg qui les aide là-dessus. On dit OK, on est prêt à investir. Souvent, le ticket minimum, c'est 2 millions d'euros. Maintenant, à vous de trouver en face
à minima le même montant. C'est là qu'on peut avoir des événements avec l'équipe de Gilles, avec Euroquity, qui va faire des salons de mise en relation d'investisseurs et d'entreprises. Et elles vont, une fois qu'elles ont levé, trouvé à minima le ticket demandé, l'EIC peut dire, OK, on est prêt à intervenir à hauteur de, on avait dit 2 millions d'euros, vous avez trouvé 8, bon, en fait, on va mettre un peu plus. Et ça se goupille comme ça. Après, on n'a pas forcément tout le détail de tout ça, parce qu'une fois que les entreprises sont lauréates, l'EIC pose un voile, entre guillemets. Nous, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le détail. Donc, on apprend ça en discutant avec les sociétés. On a des tableaux récapitulatifs qui nous sont transmis. Et pour la partie investissement, vous avez un document qui s'appelle les Investment Guidelines, qui est là encore disponible sur notre site internet, où vous avez, on va dire, du détail sur qu'est-ce qu'ils appellent lead investor, qu'est-ce qu'ils entendent dans leur due diligence, etc. Il y a du détail là-dessus. Alors, de ce qu'on entend dire, les due diligence sont relativement lourdes, mais pas, on va dire, extrêmement complexes, et ils ne sont pas à faire des coups dans le dos comme certains ont pu avoir avec des investisseurs autres. Merci beaucoup, Gorka. Et c'est vraiment pour témoigner de cet effet d'accélérateur vis-à-vis d'une levée de fonds que cet engagement de l'EIC à suivre. Et c'est souvent, comme le disait Gorka, une part très significative de la levée de fonds. Je peux peut-être ajouter, je suis censé parler après, mais je voulais quand même ajouter 2 points sur ce qui vient d'être dit, qui sont importants à mon avis. C'est que oui, il faut matcher, mais le lead doit venir de l'investisseur, et non pas de l'EIC. Hein, donc ça, c'est un point important. Et puis, le deuxième, c'est que l'EIC est quand même assez vigilant sur la nationalité des investisseurs, puisque c'est des fonds de recherche européens. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si c'est écrit, mais enfin, il est assez clair qu'il vaut mieux des fonds européens que des fonds américains si on veut avoir un lead qui est matché par l'Europe. Ce qui, quelque part, est assez logique. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions ou commentaires ou remarques avant qu'on passe à la séquence témoignages et retours d'expérience? Ok, pas de questions. De toute façon, vous avez les coordonnées de Gorka. Je pense qu'elles sont sur la présentation qui va vous être communiquée à tous. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, les points de contact nationaux sont là pour ça. On est à votre service. Et Gorka étant le coordinateur en chef de l'ensemble, vous le contactez et il répartira après finalement la to-do à chacun d'entre nous. Donc merci beaucoup Gorka pour ta présentation et ton intervention. Donc ce que je vous propose maintenant, comme indiqué en fait lors de l'introduction, c'est de passer maintenant à la séquence témoignage, donc avec la société Omni Labs, et on a Joanne qui est la CEO, mais également la cofondatrice en fait de cette activité, et donc Philippe Delaveine du réseau en bas de Business Angels qui vont apporter leur témoignage. Donc ce que je vous propose, je vois qu'il y a une première présentation qui est celle d'en bas, c'est peut-être de donner la parole d'abord dans un premier temps à Philippe pour que tu puisses te présenter et présenter en fait le réseau de Business Angel. Et puis, on fera la même chose après avec Joanne avant de passer à une série peut-être de questions, notamment sur votre retour d'expérience sur les IIC accélérateurs. Donc, tu as la parole, Philippe. Oui, très bien. Donc, je vais effectivement me présenter et peut-être quand même faire quelques commentaires sur le process. Donc voilà, moi je suis membre de Arrêt Métier Business Angel, bien que n'étant pas ingénieur, puisque je suis médecin de formation et j'ai une carrière dans la santé. Mais pourquoi je suis rattaché à ce réseau? Tout simplement parce que en bas a ouvert la porte à des gens qui n'étaient pas ingénieurs pour les challenger ou pour ouvrir un petit peu la réflexion sur des sujets qui touchent à d'autres métiers que celui de la technique ou ce qui concerne les ingénieurs. Alors sur le slide suivant, rapidement, voilà, donc c'est un réseau de Business Angel national créé en 2008.
avec des ingénieurs ou des membres qui investissent et accompagnent des startups innovantes porteuses de projets à impact environnemental et sociétal fort. Ce qui est important et qui rassemble en fait tous les investisseurs membres de ce réseau. Il y a 6 délégations régionales, un peu réparties en France. Il y a des partenariats avec des groupes industriels de premier plan. Et puis, slide suivante, il y a quelques chiffres, donc 130 membres investisseurs, 15 millions investis à ce jour, 150 projets accompagnés, 10% de sorties positives, là également à ce jour, parce que bon, effectivement, il faut quand même pas mal de recul et on espère bien que ce chiffre va augmenter. Et puis des sociétés d'investissement de business angel, appelées SIBA, qui investissent des tickets dans différentes sociétés. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, Omini fait partie de ces sociétés. Donc, j'ai été sollicité parce que j'ai peut-être une particularité, hein, c'est que moi, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai été CEO d'une société qui s'appelle Pera Pharmaceuticals, qui est une biotech médicale bretonne. Et il y a 2 ans et demi, c'était en juin 2022, ben on a été lauréat de l'EIC. Donc j'ai passé cette expérience qui vient d'être très bien décrite par Gorka, hein, et tout ce qui a été décrit, je le confirme tout à fait. Pourquoi? Et puis bon, ma deuxième expérience, c'est en tant qu'investisseur d'Omini. Et c'est vrai que lorsque Johan a évoqué ce sujet, je n'ai pu que l'encourager. Ma contribution était assez faible, mais mes encouragements importants pour qu'elle suive le même chemin, ce qui a été accompli, puisque Omini a été lauréat en 2024, quoi, donc 2 ans plus tard exactement. Quelques petits commentaires. L'intérêt, moi, me paraît évident. J'ai juste 4 points à mentionner, hein. Le premier, c'est que quand on est candidat, ça oblige quand même l'entreprise, le CEO, les partenaires le management de cette entreprise, à avoir une idée extrêmement précise, très claire et structurée de ce que l'on souhaite faire. Donc ça, c'est un premier point positif. Ensuite, bon, c'est un soutien financier tout à fait fondamental. Là aussi très bien expliqué par Gorka, parce que je pense qu'une fois qu'on a fait un peu le tour des subventions disponibles en France, il y a un moment où on arrive en disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on a des processus très longs comme ceux du domaine de la santé, où quand on part des business angels, le temps d'arriver sur le marché, il faut compter peut-être 10 à 12 ans, hein, donc les étapes, il faut les trouver. Et le financement de l'EIC, déjà dans sa phase de subvention, est très important. Donc c'est un grand coup d'air frais sur le plan financier. Ensuite, ça a un impact sur l'image de la société tout à fait important, parce que lorsqu'on va se présenter après auprès d'investisseurs en disant, bah voilà, on est lauréat de l'EIC, déjà, ça attire forcément l'attention. C'est là aussi perçu comme un plus, et c'est un plus au sein de l'entreprise, c'est un plus en termes d'image, et puis un plus auprès des business angels qui ont fait confiance à l'entreprise. Et puis, je dirais, la négative, le 4 points, c'est que si on n'est pas lauréat, il faut savoir se poser des questions, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que voilà, est-ce qu'on a la bonne stratégie, le bon message, le bon produit, est-ce qu'on a fait les choses comme il fallait? On se pose des questions. Et puis, d'autre part, je voudrais simplement peut-être dire que il faut savoir se poser, là, quand je me replace avec une casquette d'ancien CEO, il faut se poser vraiment toutes les questions et objections possibles par anticipation avant d'aller passer un oral. Donc la précision, la motivation, la structuration de ce que l'on va dire, c'est très important. Mais encore une fois, si on est bien préparé, il n'y a pas, ça marche. Donc il faut le tenter, il faut y aller. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc je ne peux qu'encourager
non seulement les réseaux de business angels, mais aussi les chefs d'entreprise qui sont en recherche de financement que de s'adresser à ce type de financement. C'est très intéressant. Et puis, rajouter qu'effectivement, bon, il y a la subvention, il y a la participation sous forme d'investissement. C'est un grand bol d'air frais et c'est très, très intéressant, très important dans le développement de l'entreprise. Et peut-être dire que pour finir, Pera Pharmaceutical aujourd'hui, même si j'ai quitté l'entreprise après, c'est-à-dire il y a environ 2 ans, aujourd'hui est en phase 1, donc qui avance bien, envisage la phase 2 de son produit. Donc voilà, donc c'était un booster très intéressant pour cette société. Voilà, donc je laisse la parole à Johan qui a Juste une brillamment question peut-être. réussi le Ouais. concours cette année. Merci Philippe. Avant de passer la parole à Johan, j'avais juste peut-être une question pour savoir finalement au niveau d'en bas, au niveau du réseau de Business Angels Arts et Métiers, est-ce que finalement ce que toi tu as vécu avec cette société, d'autres l'ont fait également. Est-ce que vous recommandez de temps en temps à des sociétés finalement parmi vos participations de postuler, de candidater à l'IIC? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, je pense que l'exemple le plus concret va s'exprimer dans quelques minutes, hein, c'est-à-dire que effectivement, Aubigny est l'exemple type de la société dans laquelle Amba a investi de façon assez conséquente, hein, parce qu'il y a pas mal de membres d'Amba qui ont investi dans cette société, et avec confiance et de toute évidence, effectivement, je pense, moi ça m'a paru évident dès le départ que Aubigny était une société apte, enfin candidate et apte à pouvoir passer avec succès ce process. Donc, moi, j'étais assez sélectif dans mes investissements par en bas, à titre personnel. Mais je pense qu'une fois que le réseau d'investisseurs, enfin les investisseurs d'en bas qui vont être concrets dans leur projet ne peuvent que l'encourager. Bon, voilà, quoi, ça fait partie de la checklist, on va dire, du business angel, de dire, est-ce que cette société a des chances d'y arriver et d'être lauréate de l'EIC et l'encourager à le faire, y mettre des moyens raisonnables, hein, parce que j'ai vu parfois des sociétés qui sont censées aider, mais qui font ça dans des conditions qui sont inacceptables, donc il faut être assez sélectif à ce niveau-là aussi. Et le faire. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc maintenant la parole à Johan, alors qu'on attend avec impatience pour nous présenter Omini. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Super. Déjà, merci pour cette invitation pour participer à ce webinaire. Et je tiens déjà à remercier le PCN qui nous a effectivement accompagnés dans les dernières phases des entretiens et l'ensemble des réseaux de Business Angel en bas, mais aussi les 5 autres réseaux qui ont participé à l'histoire d'Omini depuis 2020. Donc, je suis Joanne Canan, je suis la présidente cofondatrice de la société Omini. Chez Omini, ce qu'on cherche à développer, c'est la première plateforme de tests sanguins multiplex mobile, disons, ou délocalisée pour suivre les maladies chroniques. Donc, pour vous permettre de comprendre rapidement ce qu'on fait et pourquoi notre activité peut être pertinente pour l'OIC, ce que vous avez vu sur la première image, c'est quelque chose qui va vous rappeler le glucomètre, où vous avez un dispositif, une bandelette sur laquelle vous allez déposer une goutte de sang prélevée au doigt du patient et qui va se brancher à un lecteur portable. La particularité d'Omini, c'est que, alors que dans le diabète, vous allez mesurer un marqueur sanguin, qui est le glucose, pour suivre la glycémie et optimiser le traitement, nous, là où on a innové, c'est qu'on est venu créer des bandelettes basées sur une technologie de capteur qui sont capables d'aller mesurer à partir d'une goutte de sang plusieurs marqueurs sanguins
pour le suivi de maladies très complexes. Je vais vous donner rapidement un exemple. Et l'idée derrière, c'est qu'aujourd'hui, le modèle du diabète a bien réussi pour optimiser le suivi de maladies qui ont besoin d'être mieux gérées en ville et à l'extérieur de l'hôpital, mais pour lesquelles il n'y avait pas de technologie qui y répondait. Et donc, nous, notre cœur technologique, et là où il y a eu une propriété intellectuelle forte dès le début, c'est une technologie qui sortait de l'école polytechnique sur laquelle mon associé Anna travaillait pendant son doctorat. C'était une technologie de biocapteur qui était encore un peu dans les tiroirs des laboratoires, qui commençait à se développer, mais qui n'avait jamais été industrialisée ou menée vers un marché. Et c'est là où Omini, qu'on a créé en 2019, est venu changer les choses. Parce qu'on a vu un potentiel dans ces biocapteurs sur lesquels travaillait mon associé pour devenir un produit qui permet d'aller suivre en ville, au domicile du patient, des maladies complexes pour lesquelles on a besoin d'adapter les thérapies, d'assurer que le patient est stable, qu'il n'a pas d'effets secondaires. Et donc, slide suivante, aujourd'hui on est 9 personnes, on est une équipe stable depuis maintenant plus de 3 ans. On a créé Omini avec Anna en 2019, mais notre première levée de fonds avec des business angels a été en 2020. Et c'est là où on a pu recruter notre équipe. C'est une équipe qui est surtout une équipe de recherche et développement avec plusieurs expertises. On croise de la science des matériaux, de l'électrochimie, de la biochimie, avec une composante industrielle forte. Et si j'indique ces éléments, c'est parce que pour répondre à l'EIC, il faut répondre aussi à certaines attentes, à la fois en termes de, comme Gorka le disait, du type d'innovation sur lequel on va travailler, le potentiel de disruption de cette technologie par rapport au marché qu'elle va adresser, une composante de propriété intellectuelle, mais aussi une composante d'industrialisation qui va rentrer dans la souveraineté européenne. Et donc, plus l'entreprise peut répondre à ces enjeux, plus elle a des chances de répondre à la checklist de la Commission européenne, notamment au niveau de l'EIC. Et dans le contexte d'Omini, on y est tombé parce qu'à la fois, il y avait l'innovation, la disruption d'un marché et le besoin sociétal qui était celui de suivre des patients et des maladies qui sont en augmentation dans notre société. Donc, on était au croisement de ces chemins. Mis à part l'équipe qui est en interne, qui est surtout une équipe de recherche et développement aujourd'hui et d'industrialisation, on est accompagné par notre comité stratégique nous avons des représentants de nos réseaux de business angels, dont Philippe, chacun avec son expertise et ses pertinences par rapport à la thématique. Et nous sommes aussi accompagnés par des experts sur des thématiques qu'on n'a pas aujourd'hui en interne, allant de la commercialisation au réglementaire, aux cliniques. Je vous dis tout ça parce que tous ces efforts ont été nécessaires pour qu'à un moment on puisse assurer ce qu'il faut dans le contexte assez concurrentiel, disons compétitif de l'EIC. Parce que toutes ces personnes ont contribué d'une manière ou d'une autre aux différents éléments qu'on a pu mettre dans le dossier à chacune des étapes de la candidature. Je voulais juste vous donner une idée de l'innovation, c'est très rapide sur la slide suivante, pour vous dire vraiment dans quoi Omini est disruptif. Si vous prenez un bilan sanguin que vous faites en laboratoire, vous allez voir une liste de marqueurs sanguins qui est classée en des catégories. Vous en avez certains qui vont être des ions comme votre potassium, votre sodium. Vous en avez certains qui vont tomber dans la catégorie des protéines. Et vous en avez certains qui vont tomber dans la catégorie des métabolites, c'est-à-dire votre cholestérol, votre sucre, votre créatinine. Tous ces marqueurs sont essentiels pour votre suivi, mais aujourd'hui, il n'y avait aucune technologie portable de test sanguin qui permettait de les mesurer tous en même temps, toutes ces familles différentes. Parce que scientifiquement parlant, c'est des marqueurs qui ont besoin de méthodes très différentes de mesure, chimiquement, biologiquement. Et donc la force d'Omini, c'était de venir créer une petite puce, une bandelette, qui est capable d'intégrer 3 technologies différentes de détection de marqueurs sanguins sur une même surface et de la miniaturiser. Et non seulement ça, mais aussi d'en faire un produit qui commercialement sera viable. C'est-à-dire en adressant un business model viable, une structure de coût de revient qui a du sens pour que le produit puisse être rentable. Donc tous ces éléments, c'est des éléments innovants chez Omini qui nous ont permis au final de réussir aussi dans ce concours. Donc, comme je vous le disais, le principe, c'est une bandelette sur laquelle on va déposer une goutte de sang prélevée au doigt du patient, qui va permettre de mesurer en moins de 10 minutes
les marqueurs cibles en fonction de la maladie qu'on va venir adresser. Et la lecture se fait avec un dispositif portable qui va afficher rapidement les quantités de marqueurs sanguins. Sur la slide suivante, je vous donne une idée juste de la vision à long terme de l'entreprise. C'est de venir créer une plateforme mobile où on va avoir un système de lecture portable et une déclinaison de bandelettes, chaque bandelette dédiée à une maladie. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur l'insuffisance cardiaque. C'est le projet cœur d'Omini depuis 2 ans. C'est celui aussi avec lequel on a été vers l'EIC. Mais l'idée, c'est de venir développer un portfolio de bandelettes qui vont combiner des marqueurs sanguins spécifiques aux patients qu'on va suivre. L'insuffisance cardiaque, mais aussi l'insuffisance rénale. Il y a des besoins en maladies métaboliques, inflammatoires. Et nous, notre force, c'est d'avoir réussi à créer un socle technologique qui a cette flexibilité de combiner des marqueurs sanguins très différents. Donc, dernier point sur les 2 dernières slides, c'est la maladie qu'on adresse aujourd'hui, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui est en forte croissance, malheureusement, parce que c'est une maladie qui est liée à notre mode de vie, à la sédentarité, mais aussi au vieillissement des populations. C'est un fléau médico-économique, disons, parce que pour le patient, c'est un parcours qui est très difficile, des hospitalisations très régulières et une espérance de vie qui est réduite. Et pour nos systèmes de soins, c'est un coût qui est très élevé parce que c'est des patients qui sont hospitalisés régulièrement de manière soudaine et qui vont avoir des traitements de longue durée. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité pour les suivre à l'hôpital. Donc, il y a vraiment un besoin de décentralisation du suivi de la maladie, une optimisation du parcours du patient et du traitement. Et donc, nous, ce qu'on développe dans le contexte de l'insuffisance cardiaque, ce sera la dernière slide, c'est un dispositif portable, comme vous l'avez vu, dans lequel la bandelette où on va déposer la goutte de sang va mesurer simultanément 4 marqueurs sanguins à partir de la goutte de sang prélevée au doigt. Et ces 4 marqueurs vont venir indiquer l'évolution de l'état du cœur du patient. Donc, est-ce que le cœur s'est stabilisé? Est-ce qu'il est encore dans l'événement aigu qui a mené à l'hospitalisation? Mais aussi les effets secondaires du côté des reins du patient, parce que c'est des patients pour lesquels la thérapie peut engendrer des effets secondaires assez drastiques et aggravants. Et donc, l'idée derrière, c'est de venir assurer le suivi de ces 2 éléments clés pour venir dire est-ce que le traitement que le patient reçoit est efficace? Est-ce que ce patient souffre d'effets secondaires qu'on va venir voir à travers les marqueurs sanguins? Et si oui, pouvoir alerter rapidement le personnel soignant pour pouvoir gérer la thérapie du patient et le stabiliser et éviter son hospitalisation. Donc ça, c'est vraiment très court ce qu'on fait chez Omini. Gilles, est-ce que je parle un peu de notre expérience merci beaucoup pour ta présentation, mais effectivement, maintenant, finalement, enfin, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui a motivé Omini à se présenter en fait et à candidater à l'IAIC Accelerator? Donc, Omini, comme beaucoup de medtech, nous on a un parcours qui est assez long. On est à la recherche de financement et on avait, comme vous le décrivez, effectivement déjà été lauréat de certains financements nationaux de la BPI, French Tech, aide au développement de la Deep Tech. Et on avait jusqu'à présent été financé par des levées de fonds Business Angel. Et on arrivait à un cap où la technologie mûrissait, mais on n'était pas encore prêt pour une levée de fonds VC, puisqu'on a déjà été à la rencontre des fonds d'investissement et on sait quelle maturité technologique est attendue pour pouvoir aller et clôturer une levée de fonds. Donc, on était dans cette démarche de recherche de financement et l'EIC était l'une des opportunités qui se présentaient. Effectivement, Philippe faisait partie des personnes qui nous ont encouragés en nous disant l'histoire que vous tracez, le produit que vous développez match bien avec les besoins de l'EIC. Donc, c'est comme ça qu'on a abordé cette démarche. Après, ça a été un process de longue durée parce que nous, l'étape 1, au fait, on l'a bypassé en étant une entreprise plugin, c'est-à-dire on n'a pas eu à déposer le dossier de l'étape 1. Gorka avait mentionné ceci dans l'une des slides en annexe. Mais ce qui a été long, c'est que quand on a déposé le dossier de l'étape 2, la première fois, on n'a pas été pris. C'était en novembre 2023. Et on a dû attendre mars 2024 pour redéposer un dossier et avoir un go pour les entretiens en juin. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasi 1 an entre le dépôt de la première fois de l'étape 2 et la réussite. Et donc déjà, je mentionne ça parce que l'un des points de vigilance que moi je voudrais donner, c'est que c'est un très bon financement, très intéressant, tous les points positifs qui ont été mentionnés, mais ce n'est pas un financement sur lequel on peut venir compter
dans l'histoire de la société. Il faut réussir aussi à savoir comment on finance notre entreprise, même si on n'est pas lauréat. Ça, c'était un premier point. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est que c'est un process qui nécessite de dédier beaucoup de ressources en termes de temps en particulier, de réflexion, etc., notamment du CEO. Parce que c'est le CEO qui va avoir, surtout quand on est une petite entreprise comme la nôtre, qui va avoir vraiment cette vision 360 du projet et qui sera en mesure de répondre à toutes les questions et tous les éléments nécessaires pour monter le dossier. Donc c'est un processus dans lequel il faut être prêt à dédier du temps rapidement et dans des moments intensifs. Par exemple, le moment de la rédaction de l'étape 2, il faudra consacrer le temps nécessaire, prioriser pour pouvoir finir le dossier. Le moment de l'entretien, il faudra là aussi tout lâcher pour aller préparer les entretiens, être présent et assurer les chances de réussite. Donc ça aussi, il faut que les sociétés en soient conscientes et aient les moyens pour dédier ce temps. Parce que sinon, comme c'est un process qui est très sélectif, tout le monde est dans les top catégories, disons, tous les concurrents sont bons, et donc il faut vraiment réussir à se distinguer. Je peux continuer si vous voulez, sauf si vous voulez poser des Non, questions non, particulières. mais non, mais tu peux continuer à nous partager cette expérience. Moi, j'avais aussi envie de t'entendre sur l'aspect au-delà du cash, ce que tu as apporté l'ISI Accelerator, parce que bon, le cash, on a bien compris, Gorka nous a expliqué exactement ça dans le détail, et tu en as parlé aussi, mais finalement, est-ce que ça a eu aussi un effet booster pour ta société et pour votre projet? Alors nous, on a été annoncé lauréat en juillet, donc c'est relativement récent. Aujourd'hui, oui, ça nous donne une visibilité. C'est sûr que là, en reprenant maintenant contact avec les fonds d'investissement, on est vu autrement, comme Philippe le disait, parce qu'il y a un peu cette marque de confiance qui nous est accordée. Je pense qu'on verra là sur la suite de l'année 2025 quel type d'avantages on va aussi pouvoir avoir. Mais c'est sûr que la visibilité qu'on a pu avoir, la mise en avant, va avoir un effet booster très important. Ok. J'ai peut-être une dernière question avant de laisser la parole, parce que je pense qu'après, c'est le jeu des questions-réponses qui va commencer. Mais est-ce que, en fait, vous vous êtes fait collectivement accompagner sur ce dossier par un cabinet de conseil, ou est-ce que vous avez géré l'intégralité du processus seul? Bon, on était accompagnés et je le recommande vivement, sauf si vous êtes une société à 200 employés et vous avez 2, 3 personnes dédiées à la gestion des projets, ça c'est autre chose. Mais quand vous êtes une start-up comme nous, 8, 9 personnes, et vous vous débrouillez sur plein de pistes, il faut absolument se faire accompagner parce qu'il y a des nuances, des subtilités déjà qu'il faut comprendre. Il y a des changements réguliers aux candidatures. On n'a pas le temps ni même la compétence parfois de comprendre tellement c'est énorme. Et il y a une dimension aussi de structuration que les cabinets experts peuvent ramener, qu'on ne va pas pouvoir avoir. Ils ont leurs propres outils qu'ils ont développés pour faciliter, par exemple, la préparation des plans financiers, pour faciliter la rédaction des dossiers. Et ça, à mon niveau, j'aurais trouvé impossible de le faire, alors que sur des financements nationaux, par exemple, on avait pu gérer ça seul. Sur l'OIC, je recommande vivement d'être accompagné, mais aussi d'être sélectif dans le choix du cabinet. Parce qu'il faut vraiment avoir en face un accompagnateur qui connaît profondément votre discipline ou qui a au moins un expert en interne qui comprenne ce que vous faites, notamment sur une notion en particulier qui est celle du TRL. Pour nous, par exemple, on est un dossier qui est dans la medtech, mais qui n'a pas le même processus clinique en biotech. En biotech, vous parlez phase 1, 2, 3, vous associez ça à des TRL. En medtech, en dispositif médical, c'est différent. Venir définir si vous êtes à un TRL 5, 6 revient à vous en partie et à quelques experts qui comprennent ce que vous faites et qui peuvent venir dire oui, là, vous êtes à l'étape de validation qui serait attendue. Et ça a été un enjeu majeur pour nous. Donc, je recommande vivement d'être aussi sélectif sur le type de cabinet choisi ou d'accompagnateur, sur leur taux de succès par rapport à l'OIC. Parce que certains qui réussissent des dossiers BPI, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de rédiger un dossier OIC. Donc, je le recommande vivement. Merci beaucoup. Donc maintenant, le temps des questions pour Joanne et Philippe. Donc de la même manière, n'hésitez pas à prendre la parole, vous levez la main, vous prenez la parole directement. Ou vous utilisez la partie conversation. C'est vraiment à votre convenance.
Philippe, n'hésitez pas aussi à rebondir sur ce qui vient d'être dit par Johan, si vous avez d'autres points peut-être à remonter comme retour d'expérience. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça s'est passé entre vous, parce que Johan indiquait tout à l'heure, bah, finalement, oui, j'en ai parlé à Philippe qui m'a encouragé. J'aimerais un peu en savoir plus là-dessus, parce que c'est quand même pas toujours le cas d'avoir un investisseur qui est lui-même déjà passé par ce processus. Donc voilà, donc si vous pouviez un peu nous expliquer tous les deux comment ça s'est passé, cette rencontre d'idées où vous avez échangé sur ce sujet tous les deux. Euh, oui, peut-être pour répondre à la première question, enfin au premier point, je suis 100% d'accord avec ce que Johan vient d'exprimer, hein, tous les points qu'elle a décrits, les difficultés, les précautions et autres, je ne peux que souscrire à ce qu'elle vient de dire. Sur le deuxième point qui est, comme je l'ai cité tout à l'heure, moi j'ai eu un rôle assez modeste, hein, dans le process d'accompagnement. Je crois que ça s'est limité à de vides encouragements, hein. Mais on n'est pas, ou à une description effectivement des étapes un petit peu compliquées, de ce qu'il faut faire ou pas faire, des précautions à prendre. Mais voilà, c'était peut-être un peu du coaching. Mais en ce qui me concerne, ça s'est arrêté là. Je sais que Johan a eu l'aide plus concrète sur certains points d'autres business angels. Voilà, c'est un travail d'équipe en fait. On a fait un travail d'équipe. Ok, Johan, un dernier commentaire? Là-dessus, oui, au fait, là où je pense ça a joué un rôle, le fait que Philippe nous encourage à le faire, c'est que en interne, j'avais par exemple à l'époque un CEO avec moi qui me disait non, on n'est pas prêt. Et cette dimension de maturité est non négligeable. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà passé et qui me dit oui, en-delà de la techno, le discours, la clarté que vous avez sur votre business plan, elle match, les capacités de pitch, etc. Ça a été encourageant. Sinon, ce que Philippe mentionnait là où, et ça je le recommande aussi pour les business angels de garder ça à l'esprit, c'est que nous, quand on s'est présenté à l'EIC, ils vont s'attendre à avoir un trinôme au moment des entretiens en particulier, CEO, CTO, mais aussi commercialisation. La casquette commerciale doit être présente pour donner de meilleures chances au dossier. Et comme nous, aujourd'hui, on n'est pas à une phase commerciale, on n'avait pas une personne en interne qui puisse représenter cette casquette de manière concrète. Et donc, on a sollicité des autres membres de notre board, qui est aussi DA chez nous, qui nous a accompagnés aux entretiens, qui a passé les entretiens avec nous, qui a fait toute la préparation avec nous. Et je pense que ça a joué un rôle non négligeable parce qu'on présentait vraiment cette trilogie stratégie, tech, commercialisation qu'il illustrait lui-même. Super, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Et maintenant, je vous propose de conclure avec Jacques. Tu as la parole. Oui, merci. Merci Gilles. Et alors, merci à double titre à BPI et au ministère de l'Enseignement et de la Recherche, donc Gilles et Gorka, de nous avoir permis d'organiser pour la deuxième année consécutive ce webinaire autour du dispositif EIC. Je crois que les témoignages, et merci donc à Johan et Philippe pour leurs témoignages très, très concrets et qui illustrent parfaitement la problématique. Nous, les business angels, nous sommes les premiers investisseurs privés souvent à rentrer au capital de l'entreprise. Parfois, le dispositif EIC figure dans le plan de financement, mais parfois il n'y est pas. Donc ça, c'est déjà une première étape d'accompagnement de la part des business angels pour discuter avec les dirigeants, savoir si l'entreprise est éligible. Et puis ensuite, c'est un choix stratégique, comme ça a été très, très bien rappelé par Johan, pour l'entreprise de savoir si oui ou non on s'engage dans le processus avec tous les enjeux de mobilisation des ressources pour obtenir ce financement. Donc c'est très, très important. Et pour nous, tout ce webinaire rentre parfaitement dans notre stratégie d'information et de formation de nos business angels, mais aussi des startups que nous accompagnons, pour que chacun soit conscient de cet environnement, d'abord de toutes les possibilités de financement non dilutif, en l'occurrence, qui existent sur le marché, mais aussi d'en comprendre l'intérêt et parfois les difficultés. Donc merci
merci pour nous avoir illustré je dirais, ce dispositif et la façon d'y accéder. Je réponds à une question par écrit de mon ami Bruno sur la disponibilité des slides. Je pense que non seulement les slides seront disponibles, mais mieux que ça, vous aurez un replay qui sera disponible et que nous vous invitons, pour les business angels qui sont présents, à diffuser largement dans vos réseaux et dans tout votre écosystème, parce qu'il faut que l'on informe nos business angels qui n'ont pas tous l'expérience de Philippe. Rares sont ceux qui ont fait le cursus de A à Z et d'obtenir un financement EIC. Donc, il est très important qu'ils soient informés de ces dispositifs pour pouvoir mieux accompagner dans les discussions stratégiques les startups. Donc, merci encore à tous et j'espère à une prochaine session, l'année prochaine peut-être, grâce à Gilles et avec, j'espère, de nouveaux lauréats accompagnés par les business angels. Et bravo à Johan et à Philippe pour le parcours. Merci à tous, au revoir. Bonjour. Bonne soirée à Au revoir. tous et merci. Au revoir. Merci, au revoir.